Donc, cette semaine, à Un Monde à part, on reçoit Sébastien Parent-Durand de l'organisme Achat et Émilie Terrien de chez Terrien Couture Jolicoeur, avocate spécialisée en droit de l'immobilier social et en toutes sortes d'autres droits, j'imagine, ils vont nous en parler. Donc, bienvenue dans Un Monde à part. Si t'es fermé d'esprit, c'est pas ta place ici. Ici, on veut parler aux créateurs, aux détenteurs de logements de demain. Si tu veux faire partie de la solution, bienvenue à Un Monde à part. La réalisation et la production du balado Un Monde à part est une grâce propagande. Écoutez, merci d'avoir fait le chemin parce que Sébastien vient du plateau. Fait que je sais que c'est comme un chemin de croix venir ici là, à Saint-Jean. Écoute, c'était plus long sortir du plateau que de me rendre à Saint-Jean depuis le pont. Évidemment. Il y a des... Ouais, je sais pas, là. Moi, me rendre de Schlaga sur le plateau versus sur le plateau Saint-Jean, c'était peut-être à peu près aussi long, là. Fait qu'Émilie, elle a été ton transport puis elle a été de bonne compagnie jusqu'ici, heureusement. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir fait ce chemin-là, toi aussi. C'est un chemin de croix que tu as fait. Fait que là, les auditrices auditeurs savent maintenant dans quel quartier on habite, Émilie. Ben oui, exactement, c'est correct, ça. C'est correct. Je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel. Émilie a travaillé fort pour booker ça, puis moi, ça a été déplacé de son bord puis la quitte, mais aujourd'hui, on est rendu. Je trouvais ça important de faire tout comme les gens qui passent ici, une espèce de tour d'horizon de c'est qui les intervenants dans ce qui va être le futur de l'immobilier ou ce qui devrait être le futur de l'immobilier. Et puis, Émilie, on entretient des conversations, puis elle m'a parlé de toi, Sébastien, puis de l'organisme Achat que je ne connaissais pas avant qu'Émilie m'en fasse part. Et puis, malheureusement, tu ne m'as pas parlé d'Émilie, mais moi, j'ai la chance de me faire introduire à Émilie par Julie Favreau, un ami commun, qui ça a été une découverte en 2024, là, finalement, Émilie, qui vient attiser tout mon besoin de savoir. J'aimerais ça commencer par toi, Émilie. Présente-toi, parle-nous un petit peu de ton background, puis qu'est-ce que tu fais actuellement? Donc, tu viens d'où? Ça part d'où ton histoire? Je viens de la Rive-Nord. Yes. Ouais, c'est ça, mais j'habite dans Schlaga. Je suis avocate en droit immobilier et économie sociale. Je suis avocate depuis 2010. J'ai étudié en communication et politique avant, puis c'est ça. J'ai travaillé surtout en immobilier dans différents cabinets, surtout pour des promoteurs privés. Donc, je faisais des transactions, je faisais du financement immobilier aussi. C'est ça. Puis après un certain temps, j'ai voulu plus m'orienter vers la pratique du logement abordable parce que c'est ça. J'avais envie de faire des projets qui se rapprochaient plus de mes valeurs. Puis la question du logement abordable m'intéressait beaucoup. Donc pour toutes sortes de raisons, j'ai fini par aboutir chez Terrien Couture Jolicoeur. Où est-ce que je travaille avec François Ferland, qui, dans le fond, est un avocat derrière les notions de fiducie d'utilité sociale. Il a travaillé avec la Société de développement Angus pour faire... Dans le fond, c'est lui qui a monté juridiquement Angus, etc., puis il est impliqué dans toutes sortes de projets. Comme des premiers là, à faire oui. Le vrai immobilier social, finalement, qui n'est pas nécessairement en abordabilité. C'est un projet un projet de communauté. Mais... C'est ça, des projets au bénéfice de la collectivité, là, disons ça de même. Donc c'est ça. Puis avec lui, on travaille sur toutes sortes de projets. Il y a beaucoup de gens qui désirent essayer de développer du logement abordable, des communautés, du cohabitat. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Puis c'est très créatif comme pratique. Ça fait vraiment du bien de tester des affaires. Ça sort de la zone de confort. C'est très effrayant des fois, mais c'est le fun. Mais je pensais des fois être une bébite dans... En fait, probablement j'en suis, mais j'en ai rencontré un autre avec toi qui connecte avec... François? Oui. Toi et François. Oui, absolument. Ça t'intéresse dans un milieu, une planète extra. Là. Oui, parce que, tu sais, les premiers contacts que j'avais eus avec François, tu sais, la petite histoire, c'était un prof à l'Université de Montréal aussi, puis j'ai fait la fac de droit avec sa fille. Puis au départ, je me demandais qu'est-ce que c'était de travailler en cabinet dans une pratique aussi atypique, parce que François, au-delà de l'immobilier, il a aussi représenté des grandes stars québécoises, il a fait tu sais, aussi en technologie, puis il a fait du droit minier. Tu sais, il a vraiment touché à toutes sortes d'affaires. Puis j'étais intéressée à savoir comment c'était de travailler en cabinet dans du droit atypique, parce que c'est un peu ça qu'on fait forcément. Là. Tout à fait. Donc
mais en tout cas, il m'a dit que c'était possible, puis ça l'est, puis c'est pour ça que je l'ai rejoint. Puis là, ce que j'ai compris, c'est que tu mets aussi en pratique les notions que tu défends. Fait que tu as aussi un organisme qui vient en aide dans Hochelaga. Oui, ben en fait, quand tu arrives dans Hochelaga, en tout cas, moi je réalise que faut que tu t'impliques à quelque part. Là, ça vient avec. Là, non, c'est le code postal. Oui, je pense que oui. Oui, puis ben, tu sais, quand je suis arrivée dans Hochelaga, après un certain temps, en tout cas, ça fait 12 ans que j'habite dans Hochelaga, puis je suis arrivée dans le coin qui s'appelle Viauville, qui est vraiment très tissé serré, c'est une petite famille là-bas, puis c'est vraiment le fun. Puis c'est à ce moment-là, il y avait un commerce qui s'est installé à côté de chez moi. C'était une coop de couturière. Puis je trouvais ça tellement nice, j'étais tellement contente que j'étais allée les voir toute seule. Puis j'ai dit, écoutez, si vous voulez de l'aide pro bono, là, je suis prête à vous aider. Je trouve ça tellement le fun que vous installiez comme ça à côté. Puis c'est de là qu'est née l'idée de Hoche Légal. Donc dans le fond, là j'ai fait, OK, les avocats ils habitent pas tous dans Westmount. Il y en a qui habitent dans Hochelaga. On va aller les voir. Puis j'avais déjà un ami justement avocat qui habitait dans Hochelaga. Puis on a fondé ensemble Hoche Légal. Fait on peut-tu nommer cet ami-là? Oui, il s'appelle Johan Gauthier. Okay. Puis dans le fond, moi je m'implique plus dans Hoche Légal. Pour moi, je le vois comme un bébé qui vit tout seul. Puis j'étais bien contente, tu sais. Puis mais ça continue. Ils ont une employée. Puis ils font des cliniques d'information juridique un peu partout dans le quartier ou dans les bureaux des députés, etc. Puis avec les OBNL du quartier aussi. Donc, là, tout dernièrement, tu t'es porté au sauvetage d'un église. C'est ce qu'on a pu voir à Radio-Canada, du moins. Oui, exact. Ben c'est ça. En fait, pas loin de chez moi, il y a une église qui est abandonnée depuis plusieurs années. Puis, en marchant dans une manif quelconque, là, ça vient avec dans Hochelaga. Il y a code postal toujours, là. Exact. J'étais à côté d'un gars que je connaissais pas beaucoup à ce moment-là, Marc-André Robertson, puis on a regardé l'église, puis on a fait comme ouais, il faudrait bien faire quelque chose avec ça. Hein? Puis de fil en aiguille, on parlait un peu de ça, puis est venu un moment où on a entendu parler d'une subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec, dont le deadline était 2 semaines plus tard. Puis on a fait, OK, on y va dessus, puis go. Fait que j'ai fondé un OBNL en 48 heures, n'importe de même. Puis j'avais déjà une idée de de comment j'allais faire ça, là, mais on a fondé l'OBNL, on est allé chercher l'appui de la ville, on a fait une lettre d'intention, puis 2 semaines plus tard, on déposait tout notre dossier au CPRQ, puis on a eu la subvention. Donc, puis là, c'est en cours. Mais ça fait 2 ans, là. Puis, c'est ça. Puis bref, ça a pris 2 ans. Ben, pas 2 ans. Ça a pris 1 an et demi, mettons. Trouver tout le financement, faire les carnets de santé. Tu sais, ça a été du financement principalement de, justement, le CPRQ, les députés, ministres. On a passé un temps fou à aller chercher de l'argent. Caisse d'économie solidaire, Caisse d'Hochelaga nous a donné de l'argent aussi, etc. C'est un projet de très longue haleine parce qu'on est bénévole là-dessus. Donc, on n'a pas de salariés, rien. Là, donc, on n'a pas le choix de faire ça dans nos temps libres. Fait que... temps libre que tu vas avoir beaucoup, là, avec ton emploi du temps, les enfants. Ben oui, tu sais, c'est ça. Là, fait qu'on choisit nos priorités. C'est ça. Ben, tu sais, j'avais fini Hochelaga. Fait que là, on fait un autre défi. Faire autre chose, tu sais, voilà. Donc, bon. Fait qu'on peut suivre là-dedans, là, éventuellement. Oui, poussé, là. Ben en fait, tu sais, par exemple, sur Facebook, on peut nous suivre, ça s'appelle Station Viauville. C'est un groupe Facebook où est-ce qu'on tient au courant les gens de notre aventure, parce qu'il y a clairement plusieurs chapitres. Il y a déjà eu des offres d'achat de tiers, une qui a été acceptée, là, elle est tombée. Fait qu'en tout cas, on essaye de... C'est une histoire. C'est toute une histoire, voilà. On tue là-dessus. Sébastien, écoute, découverte d'aujourd'hui, c'est Émilie qui nous entremet. Parle-nous ça de comme tantôt. On a fait une petite pré-entrevue, là. Fait que ce que je comprends, c'est que tu as fait pas nous tes études puis ton entrée en politique. On voyait les de même. Ah ouais, si vous voulez un parcours atypique. Moi, études littéraires. Sur papier, j'aurais dû devenir prof de cégep en littérature. Finalement, j'ai fait un peu de correction d'épreuves uniformes de français. Je me suis ramassé à TVA. J'ai fait du sous-titrage à TVA. Donc, j'ai bref parcours dans les médias. J'ai caché un peu la paye, mais ça me passionnait pas du tout. Puis, au fil d'une implication bénévole,
dans une campagne électorale municipale sur le plateau en 2013. Je suis devenu attaché politique puis directeur de cabinet sur le plateau Mont-Royal. Donc, j'ai travaillé de 2013 à 2021 avec l'équipe de Luc Ferrandez de Projet Montréal sur le plateau. On était beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'innovation municipale. C'est un parti connu, donc des postures écologistes, des postures relativement de gauche, relativement progressistes. Mais j'ai fait mes classes, disons, dans l'implication citoyenne, dans l'implication sociale avec cette gang-là. Puis j'ai vu des projets se réaliser à partir de l'idéation, d'une idée comme ça vide que tout le monde peut avoir, des fois un jour un autre, à la réalisation concrète puis à la transformation concrète du territoire ou des politiques publiques. Puis ça m'a donné une énergie folle, ça m'a donné une expérience aussi, donc j'ai appris comment l'appareil municipal fonctionnait, puis comment les politiques publiques se faisaient, comment le leadership pouvait se jouer aussi, puis comment on pouvait mobiliser le secteur de l'économie sociale, de l'entrepreneuriat. Donc, toute l'espèce de valse qu'on voit entre le pouvoir citoyen, le pouvoir politique, le pouvoir de la fonction publique, la force de l'entrepreneuriat aussi, que ce soit privé ou économie sociale, mais les gens... Parce que ça existe, l'entrepreneuriat en social. Ça existe. Oui. Ben c'est ça. Moi, donc je vous épargne là, tous les dossiers sur lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé sur beaucoup de dossiers. On était sur tous les fronts, puis on a connu une ascension politique pendant les années que j'étais là. On est passé de petit parti marginal à prise de pouvoir à l'Hôtel de Ville à Montréal. Et on a donc mené beaucoup de luttes. On en a perdu, on en a gagné, mais on en a gagné beaucoup aussi. Donc c'est hyper stimulant. Puis, effectivement, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur le dossier de l'habitation. Là, ça fait un lien un petit peu avec le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai fait mes classes en habitation durant cette période-là. J'ai travaillé avec Richard Ryan, qui était un conseiller, qui a été conseiller dans le Myland pendant 12 ans. On était à l'avant-scène de la gentrification, puis de tous les enjeux liés à la spéculation immobilière. On a travaillé sur les rénovictions, le Airbnb, tous ces dossiers-là dont on entend parler. C'est très avant-gardiste, là, parce que dans les temps que tu as nommés tantôt, aujourd'hui, c'est un sujet qui est d'actualité. On parlait moins de crise du logement. Ouais, dans les années 2013, on parlait pas de crise du logement. Il y avait des enjeux de spéculation. Le dossier habitation, c'était quand même chaud. On voyait ça s'en venir un peu, mais on n'était pas encore dans le pic là, où on est en ce moment. On n'était pas là. On n'était pas là. Fait que oui, c'était un petit peu avant-gardiste. N'empêche que c'était des enjeux importants pour nous. On les avait bien identifiés politiquement. Ça faisait partie de notre vision de développement urbain, de dire, oui, il faut s'occuper du développement économique, il faut s'occuper des transports, il faut s'occuper de la crise climatique, il faut s'occuper aussi des modèles économiques, en fait. Puis l'habitation, l'immobilier, on le dit puis on le répète. Moi, je le dis depuis l'époque de Projet Montréal, mais l'immobilier, oui, c'est un dossier qui est humain, mais c'est un dossier qui est d'abord et avant tout financier et économique. Donc puis c'est complexe. Puis ça prend une expertise pour comprendre et maîtriser ce dossier-là. Donc, dans mon parcours, il y a eu ça. Puis, on a mené un grand chantier politique aussi à l'échelle plus métropolitaine pour élaborer un chantier sur l'habitation. Et c'était pour élaborer le programme de Projet Montréal en habitation. Donc, on a fait une grosse tournée de tous les acteurs immobiliers. Peut-être pas tous les privés. On a rencontré quelques privés. Beaucoup du secteur en économie sociale, communautaire. Et on a fait un rapport. Puis nous, on pensait à ce moment-là que ça deviendrait la politique de l'opposition officielle parce que le maire de Nicodère était jugé imbattable à ce moment-là. Puis là, le vent a tourné, la politique étant la politique. Un an plus tard, paf, on a gagné la mairie. Donc, le travail qu'on avait fait, Richard et moi, c'est devenu la politique d'habitation de la ville de Montréal. Ouais, tu sais, ça s'est passé. C'est juste pour illustrer un petit peu le fait que des fois, ma motivation vient beaucoup du fait que je crois qu'on peut changer les choses quand on s'implique. On réussit pas tout ce qu'on entreprend, toujours. C'est la même chose du côté de l'entrepreneuriat. Mais il faut essayer des affaires. Tu sais, tout le monde a une opinion sur tout, mais au final, c'est les gens qui essayent des choses qui transforment la société positivement ou pas. Mais idéalement, on vise, je pense que tous les trois ici, on cherche à transformer la société positivement. Mais bref, on a fait un chantier sur l'habitation à l'échelle métropolitaine. Puis quand j'ai quitté la politique municipale en 2021, de manière volontaire, parce que j'avais envie de faire d'autres choses, je savais pas quoi. Il y a des gens du secteur en économie sociale qui m'ont dit, va-t'en pas trop loin, parce qu'il y a ce projet-là de l'Alliance des corporations d'habitation abordable du Grand Montréal qui est prête là à embaucher un premier poste, créer un premier poste, puis embaucher une première direction générale pour
démarrer ce projet-là d'alliance qui était en discussion depuis 2017, que moi je connaissais politiquement, j'avais rencontré cette gang-là. C'est des grands OBNL, des grands, toutes choses étant relatives, là, mais tu sais, des propriétaires de quelques centaines de logements à Montréal qui se sont réunis puis qui ont dit il faut qu'on augmente l'impact de ce qu'on fait en termes de logements à but non lucratif, social abordable, communautaire, peu importe le terme. Là, on pourrait avoir le débat longtemps sur les définitions. On va y venir. On va y venir. Je veux pas sauter les sujets. Mais en gros, des propriétaires à but non lucratif qui ont dit il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on mette en commun nos stratégies de développement, nos expertises, il faut qu'on se professionnalise, il faut qu'on réussisse enfin à faire du volume. Parce qu'il y a une crise... Qu'il y a une voie alternative aussi. Parce qu'il y a une voie alternative, oui, puis un positionnement qui est peut-être différent un petit peu de ce qu'on voit généralement dans le milieu communautaire. Fait que moi, je trouvais qu'il y avait un grand potentiel dans ce projet-là. J'étais pas le seul à croire dans ce projet-là. Il y avait plein de partenaires qui y croyaient déjà depuis le début. Le gouvernement, en 2017, il y avait les libéraux qui revenaient à Ottawa au pouvoir, qui ont fait la stratégie nationale du logement. Ils trouvaient la vision de l'Alliance super intéressante. Il y avait la Fondation Chagnon qui y croyait. Il y avait le chantier de l'économie sociale. Donc, il y avait plusieurs partenaires qui trouvaient ça intéressant. Mais c'est sûr que pas d'employés, c'est dur de faire émerger une vision. Puis là, ben, quand moi j'ai quitté en 2021, pas très longtemps après une petite pause de 8 mois à me reposer, je suis rentré en poste à l'Alliance pour démarrer les activités. Fait que l'achat, c'est normal que tu connaisses pas Jean-François, puis que c'était pas connu en fait jusqu'à récemment. Ça fait 16 mois seulement que les activités sont démarrées. Donc, l'achat, c'est l'organisme actuellement que tu représentes, que tu travailles pour, qui vient supporter l'initiative du développement ou la possession d'immeubles qui sont en organisme en but non lucratif, en coop ou en peu importe les termes. Là. C'est ce qu'on comprend. Alors, si j'avais à le résumer en quelques mots, là, notre mission, on est vraiment une espèce d'accélérateur d'entreprise, mais pour l'économie sociale. Donc, on est le seul regroupement au Québec qui ouvre ses portes à tous les modes de teneur en économie sociale, donc OBNL, coop ou même les sociétés parapubliques, là, comme les offices municipaux, par exemple. Notre mission est pas d'offrir des services ad vitam aeternam, c'est vraiment de soutenir la croissance dans des stratégies de volume, fait que dans des approches portfolio. Donc, on est vraiment une espèce de véhicule de professionnalisation du secteur. En résumé, c'est à peu près ça. Ce qui était un manque dans le milieu actuel. Ben, tu sais, il y en a au fil du temps au Québec, tu sais, si on va pas refaire on pourrait passer 1 heure juste à faire l'histoire du logement social, mais tu sais, on a un modèle au Québec qui est très, très, très fragmenté. On a un écosystème qui est hyper fragmenté. Ça a été ça le modèle qu'on a créé au Québec. Tu sais, on a 2600 OBNL coop qui se partagent 135 000 logements, moyenne de 40-50 logements par propriétaire à but non lucratif au Québec. Quand même. Si tu regardes l'Autriche en comparaison, j'ai fait une mission d'exploration en Autriche en octobre, 182 propriétaires pour 1 million de logements. Tu sais, moyenne de 3500 logements par propriétaire. C'est deux extrêmes, là, mais tu sais, si on a trop peu, là, parce que tu sais, on comprend que il y a beaucoup d'émergence, tu sais, ça va par besoin, tu sais, des besoins ponctuels, puis là, on émerge un projet, puis est-ce que tu penses qu'il devrait avoir une forme plus professionnelle de ça? Ben, c'est que il y a 2 affaires. Ça nous prend plus de logements à but non lucratif, mais il faut réfléchir à comment ils sont répartis dans l'écosystème aussi. Fait que c'est la quantité de propriétaires ou d'opérateurs aussi qui est à revoir, à notre avis. Là, on est beaucoup dans la consolidation, voire même dans la fusion. En Autriche, aujourd'hui, il y a 180 propriétaires, mais à une certaine époque, ils s'étaient mis, eux autres aussi, un peu comme on a au Québec, ils s'étaient mis à multiplier les petites coops, les petits OBNL, puis ils ont eu une époque où il y a eu des fusions. Ils se sont mis à fusionner les OBNL, les coops, parce qu'ils réalisaient que ce qui leur manquait dans l'équation, c'était le market power, en fait, puis c'était la profession, ou le professionnalisme. On divisait les directeurs généraux, on divisait les... Ben, peut-être pas là-bas, c'est peut-être pas le même concept, mais on divisait les efforts. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a une logique d'économie d'échelle, puis de capacité, puis de compétences. Puis c'est pas pour mépriser les petits groupes. Les petits groupes ont leur raison d'être aussi. C'est juste que forcément, à un moment donné, il y a une capacité d'action. C'est ça. Fait qu'il y a une question d'échelle. À un moment donné, ça prend... Fait que nous, notre posture on est très décomplexé par rapport à ça, puis c'est pas méprisant envers personne, mais nous, on milite pour une montée des grands propriétaires développeurs à but non lucratif au Québec. On pense que c'est une des choses qui manque dans l'écosystème. De toute façon, en fait, en ce moment, vu qu'il y a une absence totale, il y en a quelques-uns. Il y en a peu, là, ouais. Il faut encourager. Ouais. On va commencer avec... merci Sébastien, d'ailleurs, de cette présentation-là. Je pense que ça va être efficace pour tous les gens qui nous écoutent, puis les gens qui veulent aller vers ça vont avoir besoin nécessairement de ces services-là. J'aimerais ça qu'on commence parce que c'est peut-être la place pour le faire ici. J'aimerais ça commencer par votre définition de l'abordabilité. En fait, je trouve ça très intéressant d'avoir 2 personnes qui sont totalement impliquées, qui sont au premier front là-dedans, parce que nous, à titre de propriétaire, puis là, je me dis nous, puis là, je me sens quasiment mal de le faire, tu sais, parce que je suis là au bord de vous autres, mais là, on va former un OBNL, je vais faire mes logements là-dedans, mais tu sais,
je trouve que pour moi, il y a un discours qui est des fois hypocrite de l'abordabilité. Fait que j'aimerais ça avoir votre version. Fait que je vais commencer par toi, Émilie. C'est quoi pour toi l'abordabilité? Mon Dieu, j'ai comme pas vraiment de définition qui me vient en tête. C'est peut-être, puis moi, quand tu me demandes ça, en fait, ce que je pense surtout, c'est aux différentes définitions de l'abordabilité que dans mes dossiers, quand on a, tu sais, des clients. C'est quoi ta définition? Ben, écoute, tu sais, je penserais peut-être à justement l'équivalent d'un pourcentage, tu sais, un pourcentage de revenus, tu sais, pour être très technique, là, je me rappelle plus, là, c'est quoi la SCHL? C'est genre quand c'est 30% ou... 30 ou 25. Les PSL, c'est 25. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça, là, tu sais. Je le verrais comme ça. C'est très technique, mais tu sais, dans la réalité, l'abordabilité, c'est quand tu parles avec les gens autour de toi puis qui sont pas en train de s'arracher les cheveux de la tête en se disant comment je vais faire pour arriver à la fin du mois parce que mon loyer coûte trop cher. Il y a une abordabilité là, technique puis une abordabilité théorique selon toi. Ouais. Sébastien. Ben, la vraie meilleure définition de l'abordabilité théorique, à mon avis, c'est Vivre en ville qui l'a. Vivre en ville dit l'abordabilité, c'est pas un chiffre, c'est un contexte. Ça va chercher un peu qu'est-ce que... Oui. Émilie, explique-nous... Ben, c'est juste, dans le fond, c'est le rapport entre le revenu puis la capacité de payer puis le prix du loyer. C'est qu'on peut bien dire, tu sais, 2000 $, c'est trop cher pour un logement. Si je nomme pas le lieu, puis si je nomme pas l'année, tu sais, si je parle d'un logement à 2000 $ puis que là, je rajoute, c'est en 81, vous allez dire, t'es malade mental. Si je dis c'est en 2060, ah ben là, peut-être que le loyer à 2000, il va être fucking abordable. Pardon de dire, je sais pas si tu as le droit de sacrer. C'est la bonne place pour le faire. Ben, peut-être qu'en 2060, 2000 $ par mois, il y a des projets abordables qui sont développés aujourd'hui dans les programmes. Il y a des gens qui critiquent en disant, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment abordable? Un 4,5 à 1800 par mois. Bon, c'est débattable. C'est dans la grande région de Montréal. Mais est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va être abordable? Il y a des projets qui ont été faits il y a 5 ans ou il y a 8 ans qui étaient jugés un peu trop chers par rapport au prix du marché à ce moment-là. Mais finalement, il y a une abordabilité qui peut se construire dans le temps. C'est pour ça que là, j'en viens à ma propre définition de l'abordabilité. Pour moi, il y a 2 critères de base. Il faut que ça soit de l'économie sociale parce que forcément, dans les lois du marché, à un moment donné, il peut y avoir une vente, un changement de main, puis il y a quelqu'un qui va être tenté d'optimiser ou de réguler les loyers puis de les rapprocher du prix du marché parce que forcément, on se prive de revenus. Le modèle à but non lucratif doit être viable économiquement. C'est important. Puis ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des projets de logements sociaux qui sont encore à 300$ pour des 5,5$. Puis ça met en péril le modèle économique. Fait que c'est important d'avoir une viabilité économique. Mais quand la mission, le profit est social, en fait, la mission, c'est de loger du monde de manière convenable dans des logements décents puis répondre à des besoins. Puis de construire l'abordabilité dans le temps. Fait que le mode de détention à long terme est hyper important en immobilier puis en immobilier social en particulier parce que on construit l'abordabilité dans le temps. Fait que est-ce qu'on aime mieux attendre 10 ans avant de développer un projet de logement abordable ou social qui va être à un prix plus bas par rapport au marché d'aujourd'hui. On dit d'aujourd'hui, mais si ça prend 10 ans de le développer, je veux dire, pendant qu'on attend, les prix continuent de monter dans le privé, ou on aime mieux en acheter un grand nombre en acquisition ou en construction, parce que nous, à l'achat, on fait de l'acquisition, on fait de la construction. C'est les deux modes pour grossir le parc de logements à but non lucratif. Est-ce qu'on aime mieux maximiser la quantité de logements qu'on livre aujourd'hui en se disant, c'est pas grave s'il est à 5% en dessous du prix s'il est pas vraiment abordable, peu importe la définition de l'abordabilité, même s'il n'est pas vraiment abordable puis qu'il est proche du prix du marché moyen, dans 5 ans, dans 10 ans, grâce à notre modèle d'affaires, on va construire l'abordabilité. On le pérennise puis on le voit dans les courbes. Là, c'est clair, l'abordabilité, on la construit dans le temps. Fait que là, il y a un morceau... Là, il y a vraiment un changement de mentalité que nous, on propose. Ben, on n'est pas les seuls, mais je pense qu'il faut faire évoluer un petit peu les mentalités, à savoir, si on croit vraiment dans le modèle dans l'économie sociale, dans le modèle à but non lucratif, il faut peut-être faire preuve d'un peu plus de flexibilité sur la nécessité d'avoir de l'abordabilité au jour 1. Il y a peut-être une partie du parc qu'on aurait intérêt à développer maintenant, puis à sortir du marché privé d'une certaine manière, ou en tout cas... du marché spéculatif. Du marché spéculatif ou du marché à but lucratif. Moi, des fois, je dis carrément, il faut être décomplexé. Il y a un marché à but lucratif, il y a un marché à but non lucratif. C'est des modèles d'affaires différents, mais au final, on fait la même chose. Est-ce qu'on a intérêt à en sortir un plus grand nombre maintenant? Quitte à ce que l'abordabilité soit plus longue un petit peu à atteindre. Il y a un choix là-dedans stratégique là, parce que ça prend plus de... Si tu veux de l'abordabilité immédiate, ça prend soit plus de subventions, plus de financement, puis on n'a pas nécessairement ce pouvoir de marché-là aujourd'hui. Fait que définition de l'abordabilité, pour moi... Là, tu crois pas qu'avec tu sais, je veux dire, le gouvernement en ce moment, on a eu le PHAQ qui a déversé près de 2 milliards, là, tout près, que ça tarde. C'est des subventions qui existent, qui pourraient, tout compte fait, peut-être c'est pas le normatif qui est pas assez défini.
En tout cas, il y a un piège, là, je trouve, du côté des pouvoirs publics, je trouve que le piège, puis je comprends les gens qui sont réfractaires à ça, c'est de dire on va demander au secteur privé de faire du logement abordable, alors que c'est pas dans sa mission. Le privé peut contribuer à l'abordabilité pérenne. Puis je pense que le privé a un rôle à jouer, mais de dire on va demander à un développeur privé de modifier son modèle d'affaires pour répondre à nos besoins collectifs, je trouve que c'est une erreur. Puis c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment important de dire, de miser sur les entrepreneurs à but non lucratif, de dire, on n'a pas besoin de demander au privé de travestir sa mission. Ils peuvent contribuer différemment. On peut faire des projets d'inclusion ou des projets mixtes où on va avoir une partie des logements sur un lot, par exemple, la politique d'inclusion à Montréal. Tu sais, il y a une vision politique qui peut être intéressante. Moi, je trouve ça intéressant de dire, demandons au privé de contribuer, mais la question, c'est sur le comment. C'est là que je m'en viens. C'est peut-être là que je vais faire une petite pause à dire, est-ce que toi qui es montréalaise, qui est une avocate, c'est une discussion qu'on a eu tantôt, là. Comment se fait l'osmose? Parce que Sébastien a ouvert une porte, là. C'est celle d'être partenaire ou d'être en peut-être pas en affaires, mais être en partenariat avec du public, puis on reviendra plus tard avec la définition du communautaire, mais comment ça se fait? Parce que c'est intéressant qu'on le donne dans des cours, mais comment ça se fait dans la vraie vie? Est-ce que c'est possible que le privé et des OBNL soient partenaires ensemble sur papier? Absolument, tu sais, ils peuvent, ça dépend de chaque projet. Parce que on avait 20-20-20 à Montréal, là. Ouais. On va dire, on va l'imaginer, là. J'ai un étage qui est en grande abordabilité, ils payent selon leurs revenus. J'ai un étage qui est peut-être plus haut, qui ont une meilleure vue dans la ville, je sais pas, je spécule, là, puis que les autres paient un peu plus cher. Puis j'ai un étage qui est du commercial. On imagine un triplex à 3 étages. Est-ce que c'est possible d'avoir, dans le même lot, on va imaginer que c'est des condos, est-ce que c'est possible d'avoir 3 propriétaires ou d'avoir une convention d'indivision puis d'avoir 2 propriétaires, une entreprise privée puis un OBNL là-dedans? À ma connaissance, ce que tu expliques n'existe pas encore. C'est-à-dire que souvent, ce qui était fait dans le cadre de la réglementation, là, justement le 20-20-20, ou quand il y avait le changement de zonage avant, c'était surtout, je pense à un projet en particulier dans mon coin qui a été fait en plusieurs phases, puis t'avais des condos, puis le bout de logement social abordable était un immeuble construit tout seul de son bord. C'est un lot à part. Ouais, disons ça de même, ou du moins le bâtiment est à part. OK, mais attends un petit peu, c'est important, là, je veux juste pas. Donc, c'était possible, ou de mémoire d'homme, il est possible d'avoir, mettons, un lot, 2 immeubles, puis il y aurait eu un qui serait un OBNL, puis un qui était dans... Non, mais c'était probablement des lots séparés. C'était sur un lot dans l'individu, mais je pense pas que ça existe, là, okay. Mais c'est-tu faisable? Partenaire avec un OBNL. Écoute, je pense pas que ça serait infaisable. Souvent, ce que je comprends, puis ça, c'est pas tant juridique, parce que juridiquement, ce que tu viens de mentionner, un étage, ça peut se faire, OK? Ça, donc, il y a eu le blocage. Le blocage, des fois, c'est un peu la perception que les promoteurs et le communautaire ont. Tu sais, là, tu vas te dire, moi, je suis un promoteur, de cohabitation, de dire, OK, je vais avoir, tu sais, le bloc de logement à côté, mais tu sais, est-ce que sur un même étage ou à 2 étages différents, est-ce que mon client qui va acheter son condo, mettons, serait prêt à avoir un bout dans sa tête HLM, là, tu comprends, tu sais? Je t'arrête là. C'est intéressant, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bon, parce que là, tantôt, évidemment, on a une belle pré-entrevue, puis tu le quittes, puis on est emmené au sujet. Est-ce que tu penses que l'osmose peut se faire entre des humains? Moi, j'y crois. Entre des humains, oui. Puis, je pense qu'il faut briser les silos un peu. Tu sais, il y a eu, je pense, de part et d'autre, là, tu sais, on a placé le logement social sur une planète à part en disant le logement social, là, c'est du logement pour les pauvres. C'est le gouvernement qui doit s'en occuper. Question de perception. C'est des organismes communautaires qui font ça. C'est pas des entreprises. Tu sais, le langage est important. Est-ce que c'est des entreprises immobilières ou c'est des organismes communautaires ou c'est quelque chose quelque part entre les deux? Je t'arrête 2 minutes, je vais parler à l'avocate. C'est quoi la définition d'un organisme communautaire selon toi? C'est-à-dire, puis il a raison, c'est qu'on peut... Puis même, non, mais je veux dire, même quand on dit privé ou public, un OBNL, dans mesure où c'est pas créé par une entité publique et tout ça, tu sais, c'est privé aussi, tu sais. Donc, quand on dit... C'est quoi la définition de communautaire, selon toi? Dans le sens OBNL, il n'y a pas de définition juridique en tant que telle.
C'est intéressant. C'est un mot utilisé. Tu sais, c'est comme quand on dit un organisme à but non lucratif. Ça peut être différentes entités qui sont à but non lucratif, tu sais. C'est pas... Si je comprends de l'externe, ce qu'on comprend, c'est que il y a eu l'utilisation des mots pour nommer des choses, puis à la volonté des gens qui l'utilisaient, on a soit perverti des termes à bon escient ou à mauvais escient pour faire paraître une situation pire que non. Parce que je comprends, c'est qu'un organisme communautaire, c'est un OBNL. L'immobilier social, ça peut être un OBNL, ça peut être privé. Un OBNL, c'est pas créé par le gouvernement. C'est intéressant. Ben, il y a clairement, je pense, il n'y a pas tant de différence que ça. Au final, c'est une question de vision entrepreneuriale puis de posture. Puis de la même façon, ça peut se jouer aussi de l'autre côté, de dire, ben, les entreprises immobilières privées sont-elles toutes dans le même panier, puis est-ce qu'elles ont toutes la même posture de grande spéculation ou de financiarisation? Pas nécessairement non plus. Fait que c'est sûr qu'il y a comme une étiquette communautaire. Ouais. Puis il y a certains gens dans le secteur de l'économie sociale qui se revendiquent et qui sont fiers aussi de ce tag-là communautaire, puis ils veulent rester communautaires, puis ils veulent surtout pas qu'on fasse un rapprochement avec le mot entreprise immobilière. Parce que t'es d'accord avec moi que des gens, puis là, nonobstant l'immobilier, se positionnent, parce que moi j'ai été victime, je vais utiliser le terme victime de ça, de dire, ben toi, c'est pas un OBNL que tu fais là. Je suis comme Chris, c'est ça qu'elle m'a dit, là. Moi, je suis dans ce véhicule-là corporatif, là, je sais pas, là. Tu sais, festival de jazz, je suis pas mal sûr que c'est un OBNL, là. Mais tu sais, est-ce que c'est communautaire? C'est peut-être dans la perception puis dans le champ lexical de comment... Ben, c'est comme quand on parle d'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, ça peut être fait via un OBNL, comme ça peut être fait via une société par action, là, une Inc. C'est ta mission en bout de ligne. Le mot social, le mot communautaire, ça vient de la vision que tu as au-delà du véhicule que tu utilises. T'sais. C'est plus facile. C'est la destination. C'est ça, c'est plus facile de dire social, communautaire, etc. quand tu es un OBNL. Mais en même temps, si tu es une Inc. qui a les mêmes valeurs, qui fonctionne sensiblement de la même manière, pourquoi ça serait pas pourquoi ça serait pas qualifié de social? Il n'y a pas de mot, il n'y a pas de... Au niveau juridique, c'est social. Ça existe. On va reprendre ce qu'on a laissé. Pour toi, l'osmose, elle peut se faire entre... Parce que là, on s'entend le visage de la nécessité, parce que je ne veux pas utiliser le terme pauvreté là, ici, là, mais le besoin, le visage du besoin a changé. On va y aller comme ça. Là. Fait que pour toi, aujourd'hui, en 2024, ça fait du sens d'avoir des gens qui payent moins cher puis d'autres qui payent plus. Parce que si on enlève la couleur, le visage, puis qu'est-ce qui ressemble ces gens-là, c'est juste une différence de paiement. Oui. Oui, puis il faut capacité de paiement même. C'est juste de ça qu'on parle ici là. Oui, puis là la crise du logement, ce que ça fait, c'est que tu divises les revenus de la population en quartiles ou en quintiles. À Montréal, maintenant, la ville de Montréal, c'est en quintiles. Généralement, c'est des quartiles, mais tu sais, c'est que là, avec la crise du logement, on s'approche toujours, on avance dans les quartiles ou dans les quintiles de revenus. Fait qu'il y a de moins en moins de gens, même dans la classe moyenne, qui ont soit une capacité d'accéder à la propriété ou de se louer un logement à l'endroit de leur choix. Fait que là, on est dans la délocalisation des populations. Bon, tous les impacts qu'on connaît de la crise du logement, mais ça a du sens d'essayer de rééquilibrer le marché avec des modèles d'affaires alternatifs qui fonctionnent pour atteindre les clientèles qui ont moins d'options en ce moment dans le marché. Fait que tu sais, si tout laissé au marché privé fonctionnait, on le saurait déjà. Tout à fait. Puis des crises du logement, on en a à chaque 20 ans, puis ça revient. C'est cyclique, là. Celle-là, on peut bien s'en sortir dans 3 ans, mais ça va revenir dans 25 ans si on met pas en place des solutions structurelles puis des solutions pérennes. Fait que c'est pour ça que moi, j'insiste dans la définition de l'abordabilité sur le logement à but non lucratif, parce qu'on construit une abordabilité dans le temps. On dit pas qu'il faut que tout devienne à but non lucratif. Nous, on a fixé une cible de 20% du marché. Ça correspond à peu près aux besoins dans les quintiles de revenus de la population. Là, c'est pas parfait partout, mais ça ressemble un peu. Ça serait comme un bon début pour nous d'avoir un 20% à but non lucratif dans le marché. Il y a des endroits en Europe, il y a plusieurs pays en Europe qui ont atteint ces cibles-là, puis ça donne des résultats intéressants, puis il y a moins de monde dans la rue. Donc, pour en revenir à l'osmose, oui, je pense qu'il faut briser les silos. Je pense qu'on est capable de se parler de professionnel à professionnel, mais ça revient à ce que je disais au début avec la mission de l'achat. Il faut qu'on professionnalise le secteur. C'est pas vrai que tous les privés, c'est des gros méchants capitalistes qui veulent faire du mal aux gens puis s'enrichir sur le dos du monde. Puis c'est pas vrai que tous les groupes communautaires sont inefficaces et incompétents. Donc,
il y a un juste milieu là où on peut se parler de professionnel à professionnel puis développer des collaborations, utiliser les forces et les faiblesses de chaque modèle aussi parce qu'il y a des forces et des faiblesses des deux bords. Mais il faut briser ces silos-là parce qu'au final, on fait du logement. On construit des immeubles locatifs ou des immeubles à condos. Ils n'habitent pas dans des tentes, ces gens-là. Là. Non, c'est la même pratique, c'est les mêmes corps de métier. Au final, on gère des immeubles résidentiels. C'est des blocs appartements. Ouais. J'ai envie de poser une question à toi, Émilie. On parle qu'on utilise les mêmes systèmes. OK? Dans le cadre de ta profession, ce qu'on a déjà discuté, c'est que tu accompagnes les entrepreneurs de la création du véhicule corporatif, appelons-le comme ça, c'est un véhicule corporatif, jusqu'à la mise en place du financement. Est-ce que c'est actuellement, dans le marché actuel, quelqu'un qui désire créer un projet d'OBNL, j'ai un terrain, je peux mettre 100 portes dessus, je dis n'importe quoi, là. Je veux créer, je veux mettre un immeuble dessus. C'est-tu simple de se financer? Ou attends, la question est plus précise, c'est-tu plus simple qu'en privé? C'est quoi actuellement est-ce que c'est plus, y a-tu plus de, tu sais, on a-tu plus cette espèce de petite étincelle-là qui ferait qu'on voudrait switcher? Parce qu'en ce moment, c'est tough en salle de se financer au privé. Ben, je dirais, ça dépend vraiment. C'est-à-dire que si tu veux faire du logement, tu sais, subventionné, là, de style fac, là, tu sais, ça, c'est un autre paire de manches. Puis je dois avouer que ça, je m'occupe pas de ce bout-là en tant que tel. Mais mettons conventionnel. Mais conventionnel, ben, en fait, tu sais, il y a des institutions, tu sais, comme par exemple la Caisse d'économie solidaire, tu sais, Desjardins est quand même beaucoup impliqués dans le logement abordable. Ils ont un département, tu sais, fait que... Comment qu'on organise ça, les mises de fonds? C'est une question niaiseuse, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui doit se la poser, là. Ben, tu sais, actuellement, souvent, les mises de fonds proviennent de subventions, que ça peut être, par exemple, de la ville ou du gouvernement. Tu sais, moi, dans les projets que j'ai, tu sais, dans lesquels je suis intervenu, c'est pas mal ça. Tu sais, surtout les transactions en tant que telles. L'impact des fois. C'est ça. Parce que dans le fond, tu sais, pour faire peut-être une précision, tu sais, on intervient dans les dossiers de développement. Actuellement, les dossiers de développement qu'on fait sont, par exemple, en partie subventionnés par la SCHL via des programmes, tu sais, d'innovation, disons, en logement. Puis là, on fait toutes sortes d'affaires pétées, tu sais, on teste des affaires. Ça, c'est la partie développement. Tandis que la partie transactionnelle, tu sais, la partie acquisition, tout ça, en termes de financement, c'est un mix actuellement il peut y avoir des investisseurs privés, mais qui ont des missions sociales, tu sais, avec des rendements moins élevés. Je pense notamment, tu sais, New Market Funds, qui est un fonds de Vancouver. Tu sais, par exemple, dans le dossier du domaine de la Rousselière, la transaction de Corporation Mainbourg qui a acquis 720 logements, New Market Funds a investi de l'argent là-dedans. Juste pour qu'on comprenne, parce que c'est vraiment pertinent, là, parce qu'il faut mettre en perspective qu'actuellement, le plus grand revendicateur du milieu privé, c'est de dire « Hey, c'est compliqué en tabarnak d'aller chercher du financement. » On va se le dire, là, désolé pour le sac, mais c'est ça qui est... après ça vient le problème de zonage. Bon. Mais... il faut que, là, tu sais, mettons, je me mets dans la tête de quelqu'un qui m'écoute, là, dire, hey, déjà, c'est compliqué de se financer. C'est en plus de ça, je le fais pour pas faire d'argent, tu sais, parce que c'est le thinking de quelqu'un qui va aller à un OBNL. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a une OBNL qui s'appelle Mainbourg, ce que j'ai pu comprendre. Oui, c'était Corporation Mainbourg, mais on a créé un OBNL spécifique pour la propriété. Il a acheté, tout compte fait, 720 logements. Exact. Une transaction de plusieurs dizaines de millions. Là. 102 millions. 102 millions de dollars. On peut-tu nommer la région ou c'est sur embargo? Ah, ben c'est public, là. Ça a été fait au mois de novembre. C'était à Pointe-aux-Trembles. Donc, à Pointe-aux-Trembles, on acquiert 720 logements qu'on pérennise. C'est ça, j'imagine, l'objectif. Oui. Et puis, là, il y a une mise de fonds, là, parce qu'on part demain matin, on s'en va à Desjardins, j'imagine, abordable ou économie sociale, dire, bon, ben, j'ai besoin de... Puis les autres doivent fonctionner un peu comme dans le... 70% de valeur marchande, 80% de la valeur marchande, il doit y avoir un calcul qui se fait, là. Puis là, il manque la mise de fonds, esti. Oui, ça n'a pas été fait exactement comme ça. C'est-à-dire que le montage financier a été fait à partir de subventions. Tu sais, c'est des affaires publiques, là. J'ai pas vraiment de problème à... Tout à fait. Tu sais, subvention de la Ville de Montréal, subvention de la SHQ. Il y a un investissement de New Market Funds, la Fondation Chagnon, puis la Caisse d'économie solidaire aussi. Mais donc, juste pour qu'on comprenne,
la Ville de Montréal, la SHQ, mettons la SHL pourrait être aussi là-dedans, New Market Fund, eux autres se mettent ensemble. Il y a un montage financier qui vient backer une mise de fonds. Il n'y avait pas... Oui, en gros, c'est ça, oui. Il faut que la garantie bancaire tienne la route aussi. Oui, exact. C'est qu'il y avait une partie... C'est qu'en fait, c'est aussi financé via ce qu'on appelle du capital patient. Donc, dans le fond, que parfois, c'est soit que tu verses... Tu sais, c'est à plus long terme. Donc, d'où le terme patience. Tu sais, il peut y avoir des intérêts. Ça dépend vraiment des modalités de chacun, là, mais tu sais, ça peut être congé de paiement d'intérêt pendant X nombre de temps, congé de paiement de capital pendant X nombre de temps. Ça dépend vraiment des modalités. Fait que, tu sais, chacun a son rang, disons, là, puis ça aussi, ça se voit si tu checkes au registre foncier, tu vas voir que tu vas voir Desjardins est en premier, New Market Funds est en deuxième, tu vas voir Fondation Chagnon qui est en troisième, puis tu as la Ville qui est en dernier, tu sais. Donc, il y avait des garanties hypothécaires. Il y avait des garanties hypothécaires. Très intéressant. Ouais. Je vais switcher à Sébastien, si tu veux rebondir là-dessus. Toi qui représentes des propriétaires terriens sans but lucratif, c'est ce qu'on comprend. Donc, Corporation Main-Bourg, d'ailleurs. Oui, donc Corporation Main-Bourg. Est-ce que c'est facile? Parce que puis, je veux pas qu'on prenne le mot facile pour dire on rentre là-dedans comme on rentre, Grosjean va devant, là, mais y a-t-il une forme d'accessibilité à ce type de fonds-là? Parce que là, on est très dans la technicalité, on parle d'une transaction de quelques centaines de millions. Là, c'est ça. Je veux juste préciser que celle-là a été c'est la plus importante transaction de l'histoire du Québec de logement abordable. Là, c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est moi. On est chanceux d'avoir fait. Exact, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pour ce groupe-là, c'était pas mal une première pour à peu près tout le monde. Là, t'sais. Fait que c'est pas... Ce que je t'explique là est pas nécessairement, là ils sont pas rodés, mais il y a un précédent. C'est ça, c'est ça qu'on a fait dans ce dossier-là. À toute proportion gardée, Sébastien, parce qu'on comprend que c'est pas tout le temps des 102 millions. Non. Moi, la plus grosse que j'ai faite, c'était 40, puis tu m'as battu. Fait que là, est-ce que quelqu'un voudrait faire une transaction de 10 millions? Regarde, on va se mettre dans un contexte. J'ai 10 millions, c'est un achat de 10 millions, construction ou achat, peu importe. J'ai 1 million de mise de fonds à mettre, 2 millions de mise de fonds à mettre, il vient d'où? Ben, tu sais, est-ce que c'est facile? Non, c'est facile pour personne. Mais si j'en reviens à puis je vais répondre à ta question, mais si j'en reviens à la professionnalisation, ceux qui réussissent à tirer leur épingle du jeu en ce moment, c'est ceux qui ont un peu plus de market power puis qui sont un petit peu plus gros, puis qui ont plus de facilité à convaincre, qui ont déjà des partenariats financiers, en fait. Il y a des membres de l'achat qui ont des marges de crédit, par exemple. C'est toute la question des frais intérimaires, puis tous les frais les frais de développement, tu connais ça. Tu sais, il faut les financer quelque part. Puis dans la logique québécoise avec le programme Axologie, on est beaucoup reparti de zéro à chaque fois, à chaque projet. On a eu une logique de projet par projet, puis on n'avait pas une logique de portefeuille ou de portfolio. Fait que nous, tu sais, la vraie bonne solution, celle que nous on revendique à l'achat, ça serait d'avoir des approches portefeuille où on aurait des partenariats, des enveloppes de subventions qui seraient rattachées à un nombre d'unités à développer. Donne un exemple. Non, ben juste, par exemple, les fonds fiscalisés que la SHQ a mis en place il y a quelques années, ça s'approche un petit peu de ça. C'est de dire, on prend un montant puis on le rattache à un nombre d'unités, mais c'est pas tagué par projet. Fait qu'on vous dit pas c'est quoi les projets, on vous dit on met 175 millions. Là, dans le cas des fonds fiscalisés, c'était 175 millions à FTQ, 175 à Desjardins. Puis ça va donner 1000 unités. Puis on laisse les experts immobiliers faire leur job, puis faire preuve d'agilité avec ces sommes-là de subventions pour développer leur projet. Ils ont livré plus que 1000 unités jusqu'à présent avec ces sommes-là parce que ils ont pu bénéficier d'une certaine flexibilité dans l'utilisation des subventions. Fait que c'est sûr que au moins 720. En ce moment, non, c'est pas facile parce que il faut tout le temps se tourner. C'est toujours une espèce de course où tu vas te tourner vers la SHQ, tu vas te tourner vers la CHL ou vers la municipalité si c'est Montréal parce qu'ils ont un petit peu plus d'argent. Ils en ont pas beaucoup, ils en ont un peu quand même. Moi, ils ont le thinking. Ben, ils ont le thinking, puis tu sais, ils disent, OK, on veut contribuer financièrement, on est conscient qu'il faut contribuer financièrement. Fait que c'est sûr que ça prend un soutien, mais il y a des groupes. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour des groupes aujourd'hui. Si tu dis, je me pars un OBNL demain matin, comment je fais ma mise de fonds? Hey, tough luck, tu sais, faut que tu ailles cogner à bien des portes, là. Ça se peut que tu aies une subvention, mais il va falloir que tu dises à ton gars qui veut te vendre ton terrain ou ton immeuble, ben là, j'attends une réponse de la SHQ, j'ai déposé au FAC, là, ça va rentrer. Puis pas juste ça, il va le vendre à quelqu'un d'autre, là. Fait que t'as pas l'agilité de marché parce que t'as pas de market power. L'apprentissage principal qu'on a fait en Autriche en octobre, market power, market power, market power. OK. Fait que quand tu parles de market power, parce que c'est intéressant, Bruno Marchand à Québec a
publiquement annoncé une espèce d'agilité. Là. C'est ça qu'il a voulu faire. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Il a fait un petit fonds là, pour être capable justement de supporter l'initiative des OBNL qui lui disait écoute, nous autres, on va débloquer, je ne me souviens plus du montant, pour être rapide dans les offres d'achat, pour qu'après ça, nos OBNL, on les revende, on les cède à eux autres. Est-ce que c'est une initiative, tu penses, qui devrait être envisagée par certaines municipalités, voire des MRC? Oui, mais le bout important dans l'équation, c'est que ça prend des gens capables de l'utiliser. C'est que ça prend des compétences dans le secteur. Puis ça prend... On a été... si je veux le dire de manière positive, on pourrait dire qu'on a été gâtés au Québec parce qu'on avait un programme autoportant Axalogie où on avait juste à déposer des projets, puis c'était oui, c'était non, ça passait, puis ça finançait même les frais intérimaires. Fait que là, c'est sûr qu'on a perdu ça. Puis maintenant, on doit devenir des experts en finances immobilières. Fait qu'on il faut se professionnaliser parce qu'on a besoin de multiplier les partenariats financiers. Si tu connais pas New Market Fund qui a aidé Corporation Mainbourg à développer ce projet-là, si tu connais pas la Fondation Chagnon, si t'as pas des entrées à l'Hôtel de Ville de Montréal ou avec la SHQ, comment tu le finances ce projet-là? Ben, je sais pas. Mais il faut que tu sois un professionnel il y a un modèle particulier, puis il y a un avantage compétitif des OBNL, c'est qu'on a accès à des financements que le privé a pas accès. Fait que là, je lève un point de partenariat intéressant entre les privés et les OBNL. Les OBNL ont un avantage compétitif sur les privés par rapport à ça. Mais encore faut-il qu'ils aient l'agilité de bien connaître les chemins de passage. Comment ça pourrait se faire, selon toi, Sébastien, un partenariat entre les privés et les OBNL dans un monde de rêve? Ben moi je pense que ça peut se faire soit par tu sais écoute j'ai vu là des choses en Autriche hallucinantes, mais je suis fatiguant avec l'Autriche. Non, on veut y aller, le Christ. C'est important que tu nous craignes là. Mais tu sais ça pourrait se faire de différentes manières. Ça pourrait se faire en approche portefeuille par exemple. Ça pourrait être un développeur privé puis un grand OBNL professionnel qui dit on va développer ensemble 250, 500 000, 2000, whatever. On peut voir peu importe l'échelle, mais de dire on va développer un certain nombre d'unités ensemble. On s'engage pas sur les sites nécessairement. On va pooler nos terrains, on va pooler nos opportunités, puis on va faire des projets d'inclusion avec une certaine mixité sur les sites quand ça s'y prête bien. On va développer un certain nombre de logements au prix du marché qui vont être opérés ou vendus par le développeur privé, puis un certain nombre de logements locatifs qui vont être ou même vendus parce que ça se développe quand même là, le condo collectif, condo à but non lucratif ou une coop de propriétaires par exemple. Mais tu sais, peu importe le modèle, mais il pourrait avoir une partie en but non lucratif, une partie privée, puis d'unir les forces de développement. Fait que là, est-ce que c'est le privé ou c'est l'OBNL qui porte le projet de construction dans le cas d'une construction neuve? Les deux sont possibles, à mon avis. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des OBNL qui sont plus forts que certains privés dans la construction. Je pense à Utile, par exemple, qui fait du logement étudiant. Ils en développent des unités de manière assez régulière. Puis, dans les temps, là, ils sortent des projets en 2 ans. C'est rare. Là. Il y a des privés qui le font aussi, mais pour une organisation... C'est très agile. Ils sont assez agiles pour la taille qu'ils ont. Puis, comme c'est parti comme sont là, ils vont l'être de plus en plus. Fait que, tu sais, c'est possible. Il y a des OBNL très agiles. Mais bref, peu importe qui pilote le... Tu sais, je dis pas qu'il faut faire des projets de copilotage du développement. Ça peut devenir compliqué, quoique pas impossible, là, mais... tu sais, ça prend un des deux qui est leader, je pense, dans le projet de construction, mais un modèle financier. De toute façon, éventuellement, ça va être un besoin qui s'associe ensemble. Oui. Il va couvrir une partie qui est... Des approches portefeuille, ça peut être des projets cas par cas. Là. Fait que, tu sais, à une opportunité, un projet. Fait que ça peut être des projets d'inclusion in situ sur un site, mais ça pourrait aussi être, je pense, dans des grands projets de développement où là, tu sais, par exemple, à Montréal, il y a des grands secteurs en développement. Le Bridge Bonaventure, l'hippodrome Namur. Tu sais, il y a des secteurs, il y a des quartiers qui se construisent. Puis là... C'est là, faut qu'il y ait de la mixité. Ben, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, de manière générale, c'est tout le temps, bon, le privé qui fait des consortiums, puis le logement social, c'est des miettes. Là, on va donner un petit, juste pour l'acceptabilité sociale, on va mettre une couple de centaines d'unités. Tu sais, dans un immeuble à part. En Autriche, là, à Vienne, là, ils ont désaffecté un aéroport dans les années 80. En 5 ans, ils ont fait un concours international pour avoir un plan directeur d'aménagement du nouveau quartier. 30 000 nouveaux résidents, je pense. 30 ou 40 000 nouveaux résidents. Pendant qu'ils faisaient le plan directeur avec le concours international, ils ont construit la ligne de métro qui se rendait là. Il y avait personne, mais ils ont investi dans la ligne de métro. La ligne de métro était construite. Donc, quand ils ont été prêts, ils ont créé un consortium social. Ils ont dit ça va être 60. La politique à Vienne, c'est 75% de logements à but non lucratif, 25% privé. C'est combien d'heures d'avion? C'est pas 8 heures? Je sais bien pas. J'ai fait une escale. Ça doit être. C'est pas loin. C'est pas loin. Ça doit être 8 heures. 7-8 heures. Là. On peut-tu pooler toute la gang de l'hippodrome puis les envoyer là? Peut-être qu'ils pourraient apprendre à faire Oui, mais même si on. OK, mais ça, ce que j'ai à dire là-dessus, là, Jean-François, c'est que même si du jour au lendemain, la Ville de Montréal disait on fait comme à Vienne, ou même si nous,
on disait dans le secteur collectif, on fait comme à Vienne, on n'a pas les ingrédients réunis. On n'a pas les ingrédients réunis parce que là-bas, il y a des pouvoirs publics qui comprennent le marché immobilier. On n'a pas encore ça. Non, tout à fait. Puis ils ont un secteur collectif professionnalisé qui fait du volume, qui comprend le marché. Nous, on commence à peine à le faire, là. C'est là l'implication d'Émilie. Émilie, ton travail dans tout ça, évidemment, c'est que t'es une bébite qui permet, puis moi, c'est un safe place que j'ai trouvé en toi, puis c'est pour ça que je parle de toi, puis je suis content que tu sois ici aujourd'hui, d'être capable d'avoir un discours qui est plus central, tu sais, par rapport à tout ça. Puis là, t'as amené tu sais, c'est des questions que, évidemment, Sébastien, c'est un connaissant deep dans de l'écosystème. Quelqu'un demain matin veut se partir en OBNL, puis c'est un entrepreneur général qui fait des logements. Il en fait une centaine par année, là. C'est quoi son premier step, là? Ben, c'est-à-dire, faut qu'ils comprennent à la base comment ça fonctionne un OBNL. Parce que, tu sais... C'est quoi qu'ils doivent vouloir? Parce que tantôt, je vous ai entendu toutes les deux parler d'une affaire qui est intéressante. C'est que c'est une question de volonté, là. Il faut que tu veuilles le faire. Oui. C'est quoi qu'il doit vouloir, ce gars-là? Ben, je dirais, tu sais, pour la il faut qu'il parce que nos BNL là, c'est pas comme mettons une Inc. OK, un actionnariat, tu décides du contrôle, tout ça, tu sais, c'est facile disons de se créer sa Inc. puis entre guillemets donner des ordres là, tu sais. Tandis qu'un OBNL c'est différent. T'as pas un propriétaire d'un OBNL, ça n'existe pas. T'as un conseil d'administration, oui comme une Inc., mais c'est vraiment tu sais, tu peux pas avoir de pouvoir de contrôle là-dessus. T'sais. Ça existe, je veux pas aller dans ce niveau-là, mais... Sébastien prend des décisions tous les jours, j'imagine. Oui, il prend des décisions tous les jours, mais il est redevable à son CA qui n'ont pas nécessairement d'intérêt, qui sont pas nommés par des actionnaires, qui sont pas, il y a pas l'intérêt pécuniaire derrière ça, t'sais. Fait que ça, c'est la première chose, je pense, à comprendre. Ce qui est intéressant en soi, parce que quand t'es pas mené par l'argent, t'es mené par des idées. Exact. Fait qu'il faut comprendre le mindset au BNL avant, parce que c'est très différent de ce qui un entrepreneur peut être habitué ou qui a plusieurs compagnies à numéro ou whatever là, donc je pense que c'est la première chose. Ensuite, puis faut, ce qui vient avec, c'est d'accepter que en bout de ligne, on n'aura pas le contrôle sur ce qui va se passer. Au début, tu peux avoir des gens de confiance sur le CA puis tout ça, là, ça c'est un peu ta manière de contrôler, mais je veux dire, ultimement, il faut comprendre que c'est la mission de l'organisme. L'organisme n'est pas redevable à l'équivalent, disons, des actionnaires, c'est les membres, OK? Elle est redevable à sa mission. Elle est redevable à sa mission, elle n'est pas redevable, elle est pas, ses membres peuvent exercer un certain contrôle, genre qui vont nommer les gens sur le CA, tout ça. Mais je veux dire, les membres ne font pas d'argent avec ça. Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est de se mettre dans la tête l'idée que c'est une mission qu'on sert. Ce n'est pas un intérêt personnel. Donc, mais quelqu'un qui veut construire en ayant comme but de faire en sorte que des gens, la classe moyenne ou X, là, puissent y loger, à ce moment-là, elle va pouvoir utiliser ce véhicule-là, mais ça vient avec ce genre de... C'est pas une contrainte, mais ça... Quelqu'un a un terrain, là, je dis n'importe quoi. Il pourrait vendre son terrain à un OBNL, puis même il faire une balance de vente, faire un prêt, puis dire, absolument. Moi, je vais partager Absolument. parce que si t'appartes à quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu, là, maintenant. Oui, exact. Puis, le terrain peut être acheté à la juste valeur marchande, parce que le but, c'est de pérenniser du logement, c'est de pérenniser. C'est pas nécessairement dans des escomptes partout. C'est ça qui, d'ailleurs, a nuit probablement au marché dans le temps, parce qu'il y avait peut-être ce thinking-là communautaire de mendier, sur l'affaire. T'as aussi des outils fiscaux, puis là, je suis pas avocate fiscaliste, mais je ma collègue là-dedans, mais je sais qu'on peut utiliser notamment, par exemple, c'est un OBNL qui a son organisme, son numéro d'enregistrement d'organisme de charité, pourrait, par exemple, dans une transaction, pouvoir émettre des reçus, là, dépendamment de comment la contrepartie est arrangée, là, Donc, fiscalement, il y a ça aussi qui est possible. Oui, exactement. Puis là, un coup que la personne à part, elle vient de voir. Tantôt, tu parlais de capital patient, on a parlé de financement d'impact. C'est-à-dire que présentement, sur le marché, il y a même des fonds comme New Market Fund, que ce que tu as nommé, que je connais pas, qu'on va aller s'informer, qui se trouve être un fonds où que les gens ont mis de l'argent puis qui ont
une décision qu'ils ont prise de dire, nous, on va le faire pour que ça soit porteur? Oui, c'est que dans les faits, les rendements sont moins élevés, puis je mets ça entre guillemets. C'est là, quand même moins élevé. C'est-tu discrétionnaire? Ben écoute, je pense pas que j'ai nécessairement le droit d'en parler. On peut s'attendre à quoi comme rendement? Demain matin, j'ai besoin de lever des fonds de ça parce que le marché, on va avoir des attentes en pré-construction, en pré-développement de 25 %. Probablement dans du stabilisé, on va s'attendre à entre du 10 jusqu'à temps que la personne te sorte au refinancement. C'est-tu à peu près dans les mêmes rates? C'est peut-être moins cher. Comment je pourrais dire ça? Je suis avocate, donc je ne maîtrise pas à 100% la question des chiffres. Fait que, tu sais, mais ce que je peux te confirmer, c'est que oui, les rendements sont moins élevés que ce qu'on retrouverait dans un fonds d'investissement traditionnel. Les attentes sont moins hautes. Oui. Et aussi, les fonds d'investissement traditionnels s'intéressent maintenant à ça. Comme, mettons, la FTQ. Oui, et comme d'autres encore plus privés vraiment là qui se posent la question. Non, je peux pas le dire. Okay. Mais tu sais parce que je l'ai pas vu annoncer encore là. Éventuellement, on sait qu'il y a un appétit pour ça. Oui, exact. Moi j'ai déjà été approché pour discuter un peu de tout ça parce que oui, c'est une bébite que ces gens-là découvrent parce qu'ils connaissent pas ça, tu sais. Fait que là on leur explique un peu, puis on nous dit on voudrait créer ou on a déjà créé un fonds, où est-ce qu'on voudrait investir justement avec des rendements moins élevés pour du logement abordable et tout ça. Tu sais, tantôt on parlait d'osmose puis tout ça, tu sais, puis moi dans ma tête je me dis je verrais très bien un promoteur privé là, si ça y tentait là, de se créer lui-même sa branche de logement abordable. Puis de dire, dans cette branche-là, tu sais, comme, je vais peut-être faire moins d'argent, mais je vais avoir au moins quelque chose qui fait une différence. Je suis curieux, Sébastien, qui est un gars du communautaire de politique. Comment ça serait reçu? Parce que moi, j'adhère à son idée, puis c'est un peu l'idée de dire, je pense que le privé a le devoir et doit le faire. À ce moment, tout le monde doit contribuer. C'est pas l'histoire d'une seule clique, là, c'est tout ensemble. Comment que le milieu communautaire pourrait recevoir ce genre d'initiative-là? Je pense que le milieu communautaire le recevrait de manière différente, là, selon à qui on s'adresse. Ça serait pas nécessairement bien perçu par tout le monde. Moi, personnellement, je pense que ce qui est important, puis Émilie parlait de la mission de l'OBNL, il faut avoir le désir de... La beauté de l'économie sociale, c'est que justement, comme t'es pas censé être porté par l'intérêt personnel, forcément, il y a une mission sociale qui s'inscrit dans le temps. Fait que, c'est sûr que ça s'est déjà vu, ça pourrait être un front, de créer un OBNL puis de dire, dans le fond, je vais juste comme d'aller me chercher des subventions avec ça, puis dans le fond, ça s'est vu aussi beaucoup partout au Canada puis au Québec un peu, là, j'ai pas d'exemple précis, mais j'en ai déjà lu dans des livres, mais il y a des gens qui ont créé des OBNL, des coops, puis qui les ont remis sur le marché ou qui les ont rachetés eux-mêmes. Qui ont développé il doit y avoir des mécanismes. Il y a des mécanismes, là, c'est compliqué, mais il y a des gens qui ont réussi à contourner les mécanismes puis à racheter des coops ou à racheter des OBNL, à les privatiser d'une certaine manière, des projets qui avaient été financés avec des subventions. Bon, ça se fait. Mais il y a des mécanismes. C'est pas facile de faire ça, puis il faut vraiment avoir l'esprit un peu tordu, mais c'est possible. C'est possible de le faire. Fait que, c'est sûr que, je pense que, comme je disais tantôt, on a 2600 coops OBNL au Québec. Fait que nous, on a toujours une réserve dans la... Quand quelqu'un dit je veux créer un OBNL, c'est sûr que c'est mouvant puis c'est vivant tout ça. Fait qu'il y a des OBNL qui disparaissent, des coops aussi, puis il y en a d'autres qui se créent. Mais globalement, si on le regarde high level et de manière écosystémique, je pense qu'il est peut-être temps de consolider un peu les entreprises en économie sociale immobilière qu'on a. Il y a peut-être des fusions possibles, la consolidation. Nous, on pense qu'il manque des grands joueurs. Puis, il y a une question de confiance. Là, on parlait de New Market Fund puis des partenaires financiers. Ce qui est intéressant, des fois, dans la finance d'impact, c'est pas tant qu'ils vont faire moins d'argent ou qu'ils vont te le faire vraiment moins cher que les marchés privés, c'est les marchés des capitaux privés. C'est aussi qu'ils vont être capables de prendre plus de risques. Puis ça peut valoir beaucoup pour une organisation. Ils vont dire, regarde, on va avoir confiance en vous. Ouais. On va avoir confiance en vous, votre projet. On pense qu'il va se faire. On va être plus patient, pas juste patient dans le remboursement comme en termes de capital patient, mais patient même dans les phases de pré-développement. On dit, OK, on va vous faire confiance, on va vous appuyer. On va vous appuyer dans votre démarchage avec les autres partenaires financiers. Fait que, New Market Fund, c'est la beauté, c'est que leur capital coûte
assez cher, mais ils croient dans la mission, ils comprennent la réalité des OBNL. Puis ils s'impliquent même dans les phases de pré-développement de manière gratuite. Là. Donc, ils s'impliquent dans les projets parce qu'ils y croient. Fait que c'est pas juste toujours une question d'argent, c'est une question de confiance. Donc, ça revient, puis je suis fatiguant avec ça, mais ça revient à la professionnalisation. Puis il faut gagner la confiance de nos partenaires financiers privés. Il faut gagner la confiance des pouvoirs publics. Tu sais, il y a une raison pourquoi les gouvernements ont coupé dans les programmes de subvention. Ça marchait pas. Il y a des affaires qui marchaient pas. Il y a des affaires qui marchaient pas. Il y a eu un rapport du vérificateur général du Québec qui est paru en 2019 sur Axelogie, puis qui a ramassé le programme, puis il a dit il faudrait l'améliorer. Bon, les gouvernements auraient pu décider d'améliorer le programme aussi, ils ont décidé de le slasher à la place. Mais il y avait des choses qui marchaient pas, il fallait l'améliorer, il fallait le transformer. Fait que tu sais, il y a une question de confiance, puis de professionnalisme dans la manière de faire les projets. Fait que c'est ça. Parce que nécessairement, c'est une réalité du marché, dans le sens où qu'est-ce que tu as nommé, c'est pas... Puis on a une image des OBNL ou des... Je fais des blagues des fois, ma personne vient, les cowboys fringants de ce monde, mais elle dit... Puis nous autres, de notre bord, on a une image aussi en titre de propriétaire qui est celui du Donald Trump. T'sais, on a chacun notre polarisation d'image puis de ce qu'on pense de c'est quoi un OBNL, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, c'est un véhicule corporatif comme un autre. C'est ce qu'on essaie de démocratiser. Au final, c'est de dire, il y a une mission en arrière de ça. Puis moi, je crois beaucoup à ça parce que on vient créer de la valeur puis on la gèle dans le temps. Puis visiblement, en Europe, ça l'a fait, ça a le rapport. Là. Ici, on n'a pas ça, cette question de pérennité-là. T'sais. Puis pour rebondir sur la question précédente aussi, à savoir comment ça serait reçu s'il y a des groupes privés qui se créaient des apparentés au BNL, ben je pense que ça dépend aussi de... Puis là, je fais un pont avec l'Autriche, puis avec cette question-là, c'est que il faut quand même garder... Oui, il y a le modèle d'affaires, je pense que c'est la clé. Il faut augmenter le volume de production de logements à but non lucratif. Je me fais souvent poser la question avec le chapeau achat, est-ce que vous êtes en train de vous détacher ou de vous éloigner des besoins locaux? Des besoins réels sur le terrain puis des besoins des gens. Puis ça, je pense que c'est important quand même. Puis on l'a vu en Autriche, les groupes qui font des volumes de logements en continu, ils en font 17 000 nouveaux par année. Ils en font beaucoup, mais ils réussissent à faire des partenariats communautaires avec des groupes de citoyens ou des groupes communautaires. Donc, en fait, c'est pas d'avoir des grands joueurs immobiliers à but non lucratif qui émergent dans l'écosystème. Ça peut être bon pour le secteur communautaire aussi qui vont venir s'appuyer sur ces experts immobiliers-là puis ces développeurs immobiliers-là pour développer des projets plus sociaux, plus communautaires pour répondre à des besoins particuliers. Fait que, tu sais, ça fait un pont un petit peu avec la question que tu posais. Dans le fond, c'est s'il y avait un grand développeur immobilier qui décidait de se faire une branche au BNL, moi, j'aurais tendance à saluer l'initiative et à dire c'est bien, mais je poserais la question est-ce que vous avez le souci quand même de rester connecté aux besoins du milieu? Faut pas débarquer de manière top-down dans une communauté et dire à but non lucratif, c'est bon, fait que c'est ça qu'on fait en volume, puis on se pose pas de questions. Ça implique aussi dans le modèle d'affaires d'avoir une sensibilité au milieu quand même. Il y a question de, puis il y a des égos de placer, il y a du monde qui sont en place, puis aussi, ça fait partie de ça, puis on bâtit de rien. J'ai une question pour toi. Tu sais que c'est pertinent ce que Sébastien apporte sur la mise en place parce qu'on l'a vu dans le projet de Luc Maurice où il y a une vente qui est faite après ça à l'OMH du coin. Bon, et puis là, je veux pas dire du coin en minimisant quoi que ce soit de l'OMH, mais bon, on comprend que dans son idée, il ne voulait pas ni garder la gestion, puis aussi probablement que c'est pas vous autres qui l'a dit, c'est une opinion personnelle, peut-être aussi pas frôler des égos. On va dire il y a déjà des gens en place, ils reconnaissent cette compétence-là aussi à quelque part. Dire regarde, moi ce que je veux faire, c'est une initiative qui va construire 1000 logements dans le monde. C'est utile le fait des logements étudiants. Luc le fait pour desservir la clientèle qu'il connaît bien, disons-le de même. Est-ce que dans les faits, il pourrait avoir je ne veux pas nommer personne, mais un bâtisseur québécois ou des bâtisseurs québécois qui sont au privé disaient hey, tu sais quoi? Faire un chemin entre les deux, puis qu'il y aurait quelqu'un chez Achat dans les membres qui dirait on va leur vendre eux autres. On va le bâtir, on va le vendre à juste valeur marchande. Là, je dis n'importe quoi, solide, là. Ça me passe par la tête mais bon, tu sais, ils ont une capacité d'achat. Écoutez, on va vous le bâtir, on va le vendre à valeur marchande, vous l'achetez. C'est quoi cette contrainte-là? Pourquoi que ça se fait pas aujourd'hui? Écoute, je
pense juste que ça se fait pas parce qu'il n'y a jamais eu vraiment ce genre de dialogue-là entre... c'est bad en Chris. Non, mais... Honnêtement, puis je suis pas contre toi. Là. Non, je sais, mais... C'est socialement d'un esti de problème. C'est mon impression. Tu sais, je veux dire, comme tu le disais, est-ce qu'un grand développeur privé se dit je vais faire ça pour vendre à des OBNL plutôt que je vais faire ça pour vendre à des clients ou le louer puis faire mon argent, tu sais. Je pense qu'ils sont c'est peut-être en tout cas. OK, mais oublions le grand développeur là. Je reviens à mon gars qui veut 100 portes là. Puis là il se dit je vais moi le vendre. T'sais, moi, je suis un bâtisseur, j'ai des trucks, j'ai des gars, j'ai une compétence, j'ai des surintendants, j'ai les contacts. Ça fait ça de commencer tireur de joint. Je suis rendu, je me suis monté un capital. Moi, ma job, c'est de faire des blocs. Ben, la seule chose qu'il faudrait s'assurer, je dirais, c'est que le gars, il se fait pas une grosse passe de cash parce que l'OBNL est allé chercher une subvention pour acheter. C'est pas une passe de cash, c'est market value. OK, ben à ce moment-là, je veux dire, dans mesure où, si l'OBNL va se chercher une subvention X, pour acquérir... Qui l'attend, parce que ça peut pas. Ça se fait. Sébastien, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je veux dire, OK, les deux questions. N'est pas Luc Morris qui veut être Luc Morris non plus. Là, il y a quand même, faut rendre à César ce qui revient à César là-dedans. Il a quand même pris de l'argent de sa fondation. Il donne un 500 000 de fonds de prévoyance avec chaque projet, chacun des 10 projets. Il est allé chercher 235 millions de subventions en approche portefeuille. C'est la première fois que la SHQ fait une approche portefeuille avec un développeur. Puis il va développer ses 1000 unités fragmentées en 10 projets. Moi, je trouve que la faiblesse du projet, c'est la fragmentation. Ça aurait pu donner un gros market power de garder les 1000 comme levier pour en développer d'autres dans le futur. Là, on les fragmente en 10, puis on les donne à des OH. Mais c'est quand même un projet formidable, je trouve. Au niveau communication, c'est parfait. Oui, c'est très intéressant. Mais tu sais, il y en a combien au Québec qui sont vraiment prêts à faire ça? Parce que quand même, tu sais, oui, il est allé chercher des subventions, mais c'est beaucoup d'investissement, puis il croit dans la mission quand même, je pense. Qui est le bâtisseur? Moi, je connais pas les détails. Là. Je voudrais pas parler pour eux. Non, mais ils ont déjà des partenaires. Là. Eux autres, ils ont déjà des partenaires. Ouais, puis tu sais, ce qui est sorti des médias, tu sais, c'est notamment que il a fait appel à son pour justement demander à tout le monde de baisser ses coûts. Oui. Pour arriver à un prix intéressant. Là, donc, pour faire du chemin, parce que je trouve ça intéressant, la consolidation, parce que je trouve que tu as raison. Tu sais, je le vis dans mon milieu. Ici, en itinérance, on a 2 ressources. Les 2 ont de la bonne vertu, puis les 2 veulent couvrir une part de marché, qui est la pauvreté extrême. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui peut dire le matin, votre mission est pas bonne. Tu sais, c'est impossible. Non. Mais il y a un combat qui se fait pour les ressources. Et même, il y a un combat qui se fait pour les usagers, parce que, tu sais, je veux pas dire qu'ils sont subventions. Oui, exactement. C'est parce qu'à un moment donné, l'usager, il est dans la rue, il s'en crisse un petit peu de vos batailles d'ego, là. Au final, ce qu'il veut avoir, c'est un petit toit pour mettre sa tête puis de la chaleur pour ses pieds, là. Ouais. Fait que la consolidation, nécessairement, je peux pas être contre ça parce que je le vis au premier degré, étant donné que je suis propriétaire de ce bâtiment, puis je vois un petit peu ce qui se passe. Ceci dit, est-ce que le fait, mettons, justement, de dire que, là, j'ai nommé des gens sans savoir, là, mais tu sais, est-ce que ça pourrait être un modèle viable qu'il y ait du monde qui bâtisse, puis des OBNL qui rajoutent, puis que c'est ça la mission, c'est ça le professionnalisme, nous, à l'interne de Main-Beau, de Solide, des gens de même, je connais, qui ont une mission, de dire, nous autres, j'ai des surintendants, j'ai un lot de concierge, j'ai un lot de gestionnaire, j'ai des téléphonistes. C'est une entreprise immobilière, là, sa job, il achète des immeubles. Là. Ben oui, c'est ça. Ben oui, je pense que c'est possible. Tu sais, il y a vraiment deux volets d'activités très différents. Le développement puis l'exploitation, c'est 2 univers différents, c'est des expertises très différentes. Nous, on met beaucoup de l'avant à l'achat le modèle d'affaires 360 où on pense que les entreprises immobilières devraient avoir des compétences dans les deux parce que les deux peuvent générer des revenus. Tu sais, faire du développement, c'est payant, ça peut être payant. C'est une activité qui devrait rapporter des revenus. Puis exploiter aussi à terme, normalement. Il y a une gestion de capitalisation. Là, oui. Puis on construit donc il y a des revenus qui rentrent en continu aussi là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est un moteur les deux peuvent être un moteur de développement pour une entreprise immobilière. Mais après, tu sais, je pense que, je veux dire, le projet Mission Unité Aînée, il n'y a pas eu de misère à trouver preneur. Là, si tu débarques, tu dis, je vais vous développer 100 unités, je le fais tout pour vous, clé en main, je vous donne 500 000 dans le pot pour
comme fonds de prévoyance en partant, il n'y a pas grand monde qui hésite. Là, t'sais. Après, c'est un modèle déjà uniforme. C'est intéressant aussi là-dessus. Ils ont travaillé beaucoup sur l'économie des coûts. Oui, avec des partenaires qui ont offert soit du pro bono ou à rabais, mais aussi avec l'idée d'avoir un modèle uniforme. T'sais, ils t'offrent un deal clé en main, mais c'est bleu pâle ou bleu foncé. C'est ça, là. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui chiale là-dessus parce que, je veux dire, c'est un projet formidable, puis tu sais, c'est clé en main. Fait que, moi, je pense que c'est possible de le faire, puis je pense que ça pourrait se faire même à plus petite échelle. Tu évoquais l'idée d'un 100 unités, par exemple. Ou qu'il y aurait l'organisme nécessairement qu'il y a une ressource au BNL de dire il pourrait y avoir plusieurs petits développeurs pour dédoubler les forces, mais d'avoir des gros organismes pour capter ça. Ça serait peut-être ça l'idée derrière, puis c'est un petit peu la vision d'achat de venir syndiquer les gens ensemble. Là. Ouais, ben il faut faire des économies d'échelle. Tu sais, c'est les stratégies de volume, ça se fait pas ça, je l'ai déjà dit en entrevue, puis je suis pas le seul à l'avoir dit, puis des fois ça froisse un peu les gens, mais on réglera pas la crise du logement avec des bénévoles. Tu sais. J'aime cette franchise-là. J'ai envie de continuer pendant des heures de parler avec vous autres, mais ça fait déjà quelques temps qu'on parle. Je vais finir ça en te posant une question à dire, tu sais, c'est la première fois qu'on a la chance de parler d'immobilier. C'est un sujet qui est pas super connu, peut-être pas populaire, mais connu actuellement dans mon milieu, qui est l'immobilier social, qui est un sujet qui est plus que passionnant, puis qui fait partie des grandes solutions de la crise du logement actuel. Si tu avais une idée pour solutionner la crise, ça serait laquelle? Actuellement. Tu veux dire une voie, genre? Une voie, une idée, un concept. Parce que vous êtes tous les deux dans deux univers. Puis il y a nécessairement quelque chose à amener là-dedans. C'est quoi selon toi, une des voies qui peut être empruntée pour solutionner cette crise-là? Moi, je trouve ce qui manque, c'est qu'on est en crise du logement. On utilise le choix des mots est important. Il y a une crise climatique, il y a une crise du logement, on a des crises. Quand il y a eu la crise de la COVID il y a quelques années, tous les appareils gouvernementaux se sont mis au service de la résolution de cette crise-là de manière transversale. Il n'y a pas personne qui s'occupait pas de la COVID, tout le monde s'occupait de ça. Là, il y a une crise du logement, mais on travaille encore en silo. C'est une ministre de l'Habitation qui a la charge de régler ça à elle toute seule. Moi, je trouve ça injuste pour elle, honnêtement. Puis, je pense qu'on devrait de plus en plus... Donc, les pouvoirs publics devraient travailler de manière transversale, première des choses. Puis, dans l'écosystème de production, il est vraiment temps de briser les silos entre le privé puis le but non lucratif. Il faut développer plus de logements. Il faut développer plus de logements privés. Il faut développer plus de logements à but non lucratif. Il faut augmenter les parts de marché du secteur à but non lucratif. Nous, on a fixé une cible à 20%. Ça pourrait être 25%, ça pourrait être 15%, peu importe. On s'en fout. On est à peu près autour de... Rappelons-nous, en Autriche, 75%, c'est ça? En Autriche, à Vienne, c'est 62%. En Autriche, c'est 25% à peu près là, à l'échelle nationale, mais à Vienne, c'est 60%. C'est particulier, Vienne, quand même. Tu sais, on va pas devenir Vienne du jour au lendemain, mais on peut s'inspirer de certaines pratiques. Puis c'est surtout important de comprendre comment ça marche là-bas. Fait qu'en gros... Ça serait ça. Briser les silos, puis on le fait un peu. Nous, on parle avec l'IDU, on parle avec les joueurs privés, la PCHQ, la CQ, on a créé la Corpic, le groupe des 21, on a fait une lettre ouverte dans la presse. Tous les groupes, le FRAPRU, les groupes sociaux, il faut vraiment, il est temps qu'on se parle, qu'on brise les silos. D'accord. Ouais. Fait que moi, je pense que ça, c'est une des voies importantes de solution à la crise du logement. Solution pérenne. Ça pourrait être la dernière crise du logement qu'on vit, celle-là? Du moins qu'on l'aborde. Ouais. Émilie, tantôt tu as parlé de dialogue, ça m'a fait beaucoup réagir parce que je pense que c'est assez dramatique quand on pense à la fin que c'est ça la raison pourquoi ça marche pas. Je t'invite à me donner une idée ou une voie qui pourrait être empruntée pour... Ben en fait, moi, tu sais, peut-être deux choses, tu sais, par rapport au dialogue, pour donner un exemple un peu concret, tu sais, dans la transaction que je faisais avec la Rousselière, tu sais, j'avais un avocat très habitué des transactions standards, l'autre bord, et moi aussi, tu sais, mais j'étais dans un autre monde, puis lui, c'était un vendeur de Toronto, tu sais, puis l'avocat est à Montréal. Fait qu'il y a plusieurs fois qu'il a fallu que je dise... Tu sais, je te fais cette demande-là, puis qu'il a fallu que j'y explique pourquoi, puis que j'y explique toutes les circonstances. Tu sais, ça a demandé plus de travail, de conscientisation de l'autre bord pour qu'ils comprennent la nature des demandes que je faisais qui sortaient du cadre normal des transactions commerciales. Fait que le dialogue, moi, avec mes collègues avocats, quand j'ai des transactions comme ça, c'est ce que je tente de faire parce qu'ils me connaissent, ils connaissent mon background, ils savent, tu sais, d'où je viens, les transactions que j'ai faites dans le passé. Fait que j'ai une certaine crédibilité. Quand j'explique quelque chose, les gens me croient, tu sais. Oui, tout à fait. Fait qu'il y a ça.
Mais moi, je dirais, je crois beaucoup en sortir les immeubles du spéculatif. Franchement, tu sais, puis oui, l'abordabilité, peut-être pas au jour 1, elle est sur plusieurs années, mais dans le cadre de tout ce qui est appelé à, tu sais, la ville qui va se transformer avec la crise climatique, la densification, les enjeux de gentrification, puis la préservation de la mixité sociale dans les villes, tu sais, qui vont être, tu sais, puis je parle pas juste de Montréal, là, ça va être densifié partout. Les gens vont à quelque part. Tu sais, moi, mettons, je suis dans Hochelaga, j'apprécie la mixité qu'il y a dans ce coin-là. Tu sais, puis avec tu sais, avec ça vient les effets. Tu sais, c'est ça, les effets de la gentrification, tout ça. Ça nous fait tous peur. Fait que pour moi, je me dis sortir du spéculatif, les logements le plus rapidement possible. Pour moi, ça permet de conserver une mixité d'un quartier, la beauté d'un quartier, puis ça évite des drames comme il y a à 2 pas de chez moi, tu sais. Tout à fait. Fait que voilà. Émilie, Sébastien, merci beaucoup d'être venu parler avec moi. Et les gens, j'espère, vont découvrir ça parce que c'est quelque chose qui me passionne tout récemment. Puis là, j'en parle partout. Puis genre, je pense que vous êtes des éléments clés dans ce monde-là puis qui risquent d'amener ça. Merci Jean-François. Oui, merci. C'était un monde à part. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un monde à part, c'est aussi du service pour les entrepreneurs, les acteurs du milieu de l'immobilier qui ont besoin d'aide soit en création, soit en accompagnement ou encore en stratégie. Des fois, on est dans des dossiers complexes, on va en vision externe, on va en conseil, on est là pour ça. On a aussi créé l'Institut québécois du logement. Qu'est-ce que c'est l'Institut québécois du logement? Premièrement, c'est une communauté d'experts qui sont là pour transmettre leurs connaissances, pour créer du logement, pour aider dans la détention de logement et expliquer qu'est-ce que devrait être l'investissement immobilier sans oublier l'humain qui est derrière ça. Donc, nos programmes de formation sont faits pour tout le monde et sont accessibles pour aider à comprendre où devrait être l'immobilier, connaître des solutions et des méthodes concrètes pour y arriver.